Hello très cher investisseur, j'espère que tu as la patate, que tu as la forme aujourd'hui. On est là pour faire cette nouvelle vidéo et je vais te donner mon avis sur le premier projet que, à mon sens, tu devrais mettre en place et surtout pourquoi est-ce que tu ne dois pas te contenter d'un projet moyen avec des résultats moyens pour ta première fois. Voilà, donc du coup, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce pour encourager du coup et développer l'audience et à laisser tes commentaires en fin de vidéo pour dire ce que tu penses du contenu, voir s'il manque pas d'autres idées et réfléchir à tous ces sujets tous ensemble. Donc, aujourd'hui, on est là pour discuter de ton premier projet et pourquoi, à mon sens, tu ne dois pas faire un investissement moyen, ni pour ton premier, ni pour ton second, ni pour ton troisième. Pour ça, il y a plusieurs raisons qui sont basiques si tu débutes, mais tu vas découvrir qu'elles sont très importantes. La première de ces raisons, c'est l'encours. L'encours que tu vas te créer sur ton premier projet, sur tous tes projets, tu vas le garder pendant de longues années parce que potentiellement, tu as envie d'exploiter ce bien et tu n'as pas forcément envie de faire un achat-revente. Et je t'invite vraiment à bien définir ta stratégie. Donc, si tu es dans l'optique de long terme, de faire rentrer des loyers et surtout de garder le bien tant que tu ne paies pas d'impôts, voilà, de capitaliser, de t'enrichir de cette manière-là pour générer beaucoup de cash flow tous les mois et aussi à la revente, mais plus tard, du coup, réfléchis bien que à chaque fois que tu vas faire une opération, ton encours, il va s'accroître. Et donc, comme tu es un investisseur intelligent et que tu as envie d'avancer et de voir à long terme, le but du jeu, c'est de minimiser ton encours. Donc, si tu pars sur un investissement moyen qui a un encours important pour des résultats faibles, en gros, tu ne fais pas forcément une super opération. Donc, le but du jeu, ça va être vraiment de minimiser l'encours de chacune de tes opérations. Donc ça, premièrement, c'est à vérifier. Et quand je dis encours, c'est l'encours bancaire. Ça ne veut pas forcément dire le prix d'achat du bien ou le montant des travaux. C'est le coût total de l'opération qui doit être vraiment contrôlé et minimisé. Alors, dans la seconde partie de cette vidéo, je vais te donner ce que c'est que pour moi la définition d'un projet intéressant lorsqu'on débute et de façon à minimiser son encours et à partir sur de bonnes bases. Mais le deuxième vecteur que tu dois absolument maîtriser, c'est le degré de risque. Parce que lorsqu'on débute, on dit tous qu'on veut le maximum de cash flow. Oui, mais il y a toujours un prix à payer en fait pour avoir le maximum de cash flow. Donc, est-ce que toi, tu es prêt à faire 3 heures de voiture? Est-ce que tu es prêt à faire la moitié du budget travaux par rapport à la valeur de l'appartement? Tu vois, là, attention au degré de risque, attention au quartier où tu vas aller, aux villes où tu vas aller. Est-ce qu'il y a certaines villes en France qui sont connues pour être très rentables parce qu'elles sont pas forcément chères à l'achat, mais derrière, il faut s'assurer de louer. Donc, tu vois, attention au facteur risque. Et pour ta première opération, si tu veux dormir tranquillement, moi, je te recommande de ne pas prendre de risques. Donc, il va falloir trouver le curseur entre une bonne gestion du risque et derrière avoir une rentabilité et avoir du cash flow qui soit assez significatif pour supporter cet encours et le taux horaire que toi, tu vas y passer parce que ça, c'est le troisième facteur que tu dois absolument maîtriser. C'est au final combien tu évalues ton taux horaire, en fait, l'argent que ça te coûte, toi, pour passer 1 heure à prospecter, 1 heure à faire les démarches administratives, 1 heure à aller sur le chantier. Voilà, donc ça a un coût et donc ça doit absolument être valorisé. Si au final, tu estimes que ton heure de travail, elle coûte 10 euros de l'heure, c'est pas du tout la même chose que si ton heure de travail, elle coûte 100 ou 200 euros de l'heure. Donc, toi, derrière, il faut que tu arrives à avoir des projets, en fait, qui te rapportent et qui te couvrent ton temps à la tâche. Et donc ça, pareil, c'est toi qui dois définir, en fait, combien est-ce que tu es prêt à
investir et quel est le retour sur investissement et combien est-ce que tu valorises ton temps à la tâche. Moi, au début, du coup, mon temps à la tâche, il n'était pas forcément valorisé. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps à faire des projets qui rapportaient pas forcément grand-chose. Et en plus, je prenais pas mal de risques et je mettais pas mal d'encours. Donc ça, c'est des erreurs, typiquement. Parce qu'aujourd'hui, je fais vraiment l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre des projets où je sais que ça va être très rapide parce que je vais pas passer beaucoup de temps à la tâche sur des encours qui vont être beaucoup plus petits et qui vont rapporter, du coup, beaucoup plus sans forcément prendre de risques. Et donc, on arrive au quatrième critère que tu dois maîtriser, absolument. Et du coup, le quatrième critère, ça va être le cash flow net. Et ça, c'est très simple, c'est très basique. Mais si tu pars sur un projet qui génère, on parle même pas d'autofinancement, mais 200 ou 300 euros de cash flow net, je te garantis qu'il arrive le premier imprévu. Et il y en a des imprévus. Il faut pas se voiler la face, il faut pas se cacher. T'as beau mettre les provisions partout dans ton business case, tu as toujours des imprévus, ce à quoi tu n'as pas pensé. Donc, si tu pars sur un cash flow qui est à 200 ou 300 euros de cash flow net, j'entends net, au final, tu vas t'apercevoir que tu vas te retrouver avec 0 euros. Donc, si tu pars avec 300, peut-être que tu vas te retrouver avec 150 euros de cash flow net. Donc, attention, et on en revient au coût horaire. Si tu fais tout ça, tout ce travail, passer chez le banquier, trouver le bien, gérer les travaux, pour qu'au final, tous les mois, ça te rapporte 150 euros, il faut que tu sois OK avec ça. Si ton but, c'est d'avoir un truc qui s'autofinance, voire un petit peu plus, c'est très bien, c'est tant mieux. Si ton but, c'est de plus tard récupérer de l'argent à la revente, c'est très bien, c'est tant mieux. Par contre, si ton but, c'est de vivre de cette activité-là, des opérations à 150 euros ou à 200 euros de cash flow net, une fois que tu as tout comptabilisé, il va t'en falloir beaucoup. Donc, réfléchis vraiment à ça. Et à mon sens, si tu veux faire un bon premier investissement, il faut que tu gardes ces 4 critères et que tu les valorises à ta sauce. Ce qui veut dire que pour moi, si je devais recommencer, à ma sauce, ça serait un coût total pour la première opération, maximum 150 000 euros. J'ai bien dit un coût total. Donc, ce qui veut dire que je ne veux pas prendre de risques non plus. Et comme je ne suis pas expert dans les travaux lorsque je débute, ou comme je n'étais pas expert dans les travaux, je veux que maximum il y ait 30 000 euros de travaux sur le coût total de cette opération à 150 000 euros. Ça veut dire que je dois acheter mon bien à 120 000 euros. Ça veut dire que je dois trouver un bien net à 100 000 euros parce que tu ajoutes les frais d'acquisition, frais d'agence, frais de notaire. Voilà, donc grosso modo, si tu es dans cette fourchette-là, déjà, tu prends pas trop de risques. Si tu es localisé dans une ville où tu as de la demande locative et donc du coup, tu auras de la demande à l'achat. Parce que du coup, tu pourras revendre en claquant des doigts parce que des biens à 150 000 euros, il y a beaucoup de personnes qui les cherchent. Donc là, déjà, tu prends pas beaucoup de risques. Ensuite, j'irai pas très loin de chez moi. Je ne resterai pas forcément du coup dans ma ville, mais voilà, 1 heure de voiture, c'est tout à fait faisable. Je partirai pas forcément à 3 heures parce que si je fais des erreurs, je vais devoir y aller beaucoup de fois et du coup, ça va vite devenir une contrainte. Ça, on le fait plus tard avec l'expérience après. Ensuite, il faut absolument que tu penses à la rentabilité. Et quand je dis rentabilité, j'entends pas le taux de rentabilité parce qu'entre toi et moi, le taux de rentabilité, on s'en contrefout. On peut avoir un très beau taux de rentabilité sur un garage et ça rapporte 0 en termes de cash flow. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le cash flow parce que premièrement, ça peut te servir pour partir en voyage, pour gagner plus d'argent, pour manger plus, pour faire plus la fête. Voilà, ça, tu vas pour mieux épargner. Donc, ça va améliorer ton confort de vie, mais surtout, ça va te permettre de durer dans le temps, de dormir tranquillement et d'enchaîner les biens. Parce que si tu as un bien à 10% de rentabilité, mais qu'en termes de cash flow, ça te rapporte 100 euros, tu vas vite voir que tu te retrouves bloqué. Et le banquier, il s'en fout d'avoir 10% ou 15% de rentabilité tant que lui, il voit que tu t'enrichis. Et c'est malheureusement, la rentabilité, c'est simplement un indicateur. Mais en net, c'est pas ça qui va t'enrichir. Donc, il faut pas oublier le cash flow. Et le cash flow, je ne partirai absolument pas sur une opération qui rapporte moins de 500 euros de cash flow net en location longue durée. Et donc ça veut dire qu'avec de la courte durée, j'irai chercher plus si je fais de la courte durée dans cette ville. Sinon, il faut trouver le projet, le vendeur, la localisation qui te permet de faire 500 euros de cash flow net en location longue durée. Donc ça laisse du coup quand même peu d'options en fait. Peu d'options parce que tu peux pas prendre un studio. Si tu prends un studio et que
grosso modo, tu le loues en longue durée, tu arrives grosso modo à l'autofinancer, ça va être très compliqué. La division, on a dit par exemple, c'est une stratégie qui est très puissante, mais qui est plus risquée. Et donc, quand on veut maîtriser le risque, à mon avis, seul, il ne faut pas commencer par ça. Après, si t'es pas seul, que tu t'es accompagné, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui reste comme stratégie? L'immeuble à 150 000 euros, tu es à la campagne, pour un premier achat, seul, encore une fois, à mon sens, c'est risqué. Donc, au final, il reste des petites colocations. Et c'est ce que je partirais. Moi, je suis parti sur des grosses colocations. Je le recommande pas parce que c'est beaucoup de travail en gestion pour, au final, pas forcément grand-chose. On peut faire du beau cash flow, en fait, dans les bonnes villes avec de petites colocations. Là aussi, j'entends par là 3 chambres, une salle de bain, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Pas besoin de suite mettre 4 personnes, 2 salles de bain. C'est là, on est dans les mauvaises villes. Et surtout, si vous partez sur des gros projets avec 5-6 chambres, ça va être vraiment du sport pour votre prestataire si vous le déléguez ou si vous le faites vous-même, ça va être infernal. Et donc du coup, pensez aussi à la revente parce que là, pour avoir grosso modo 6 personnes, c'est 2 salles de bain par personne, donc 3 salles de bain. Donc ça va être aussi un peu plus compliqué à revendre. Donc, on en est un projet qui génère 500 euros de cash flow dans les 150 000 euros de coût total, localisé à 1 heure de chez vous. Allez, ça peut être 1h30. En fait, voilà, ça serait en fonction de la localisation, le critère sur lequel je serais le plus flexible. Mais j'irai pas forcément au-dessous de 500 euros et j'irai pas forcément au-dessus de 150 000 euros. Par contre, ça me gênerait pas effectivement de faire 1h30 de voiture en fonction de votre localisation. Et autres critères qui sont très, très importants, les deux, ça va être l'équipe. L'équipe pour les travaux. Il faut s'assurer que dans la ville que vous avez sélectionnée, vous avez une bonne équipe et l'équipe de gestion. Voilà, trouver la ville, c'est très bien. Mais si tous les indicateurs ils sont ouverts, mais que vous allez galérer pour les travaux, vous allez galérer pour la gestion lors de votre première acquisition, ça va vous dégoûter, ça va vous mettre la pression, ça va vous freiner, ça va vous faire peur et vous n'aurez pas forcément envie de continuer. Vous allez vivre un mauvais moment, un stress et ça ne sera pas bénéfique. Vous allez apprendre de ces erreurs, mais autant éviter du coup. Donc, assurez-vous dès le début des opérations qu'il y a des artisans qui sont disponibles dans la ville, dans la région, qui peuvent y aller assez facilement. Logiquement, c'est une demi-heure, quoi. S'ils doivent faire 1 heure ou 1h30 de voiture, eux, tous les jours, ça va être très compliqué. Il faudra peut-être les loger sur place, etc. C'est de suite autre chose. Hein. Et pareil pour la gestion. Si vous êtes dans une ville où, par exemple, potentiellement, vous voulez faire de la colocation, assurez-vous qu'il y a des personnes qui puissent vous aider à gérer en fait ce type d'activité-là. Ce ne sera pas forcément des simples agences. Certaines vont accepter de le faire, d'autres ne vont pas accepter. Et puis, si vous voulez pas utiliser des agences, regardez peut-être sur le bon coin s'il y a des femmes de ménage, s'il y a des auto-entrepreneurs qui, eux, sont disponibles. Ça, vous pouvez le faire en avance. Donc, pour moi, voilà les conditions que je respecterai si je devais recommencer avec un premier investissement pour ne pas faire d'erreur. Pour ne pas faire d'erreur et pour commencer de la meilleure manière que ce soit. Voilà ce que je voulais te dire. Si du coup tu veux commencer de la manière sereine en allant un peu plus vite que ça, du coup tu peux prendre un rendez-vous. Tu as un lien en description de la vidéo. On en discute avec grand plaisir. Ciao, je te retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.